Ok, bon. Bonjour à tous. Guy, tu m'as entendu? Voilà. Bon, bienvenue dans ce temps de séminaire de 2 heures. Alors, qui commence un petit peu en retard. C'est le jeu un peu de le faire à 16 heures. Donc, on s'est dit qu'on allait mixer la présence des bénévoles, des salariés, parce que c'est un projet d'envergure qui doit toucher l'ensemble des militants et des acteurs de l'éducation populaire sur le travail de l'Open Badge. Alors, du coup, la genèse, un petit peu, j'ouvre un peu l'échange du séminaire. Donc, je me présente, je m'appelle Cyril Conradi et je suis coordonnateur du CRAGEP, le comité régional des associations d'éducation populaire. Nous, aujourd'hui, là, on va parler évidemment de Open Badge, des badges à nous, normalement, l'écosystème de la reconnaissance du badge à nous. Ça fait 1 an qu'on, grâce à la Ligue, on se met en synergie pour justement développer ce projet-là à la Réunion. Donc, on va vous en parler un petit peu plus, avec notamment le contenu d'un échange qu'on s'est fait depuis quasiment 6 ans au sein du CRAGEP aussi sur la maison de l'inclusion sociale de l'éducation populaire. Là, je vais laisser après Mickaël en parler un peu plus. Ensuite, on ira un peu plus profondément dans l'Open Badge avec notamment des interventions de l'équipe de Reconnaître, mais aussi un témoignage de M. Bijou. Et ensuite, on vous laissera des questions-réponses. Ça vous va? Merci. Je suis un peu un animateur malade, donc du coup, j'ai toujours besoin d'un petit échange. Il y en a d'autres qui se font applaudir, mais moi, non. J'essaie de communiquer avec le public. Alors, la grande difficulté, c'est qu'évidemment, on va essayer de le faire avec des personnes qui sont en visio. Et ça, c'est aussi une première. Vous avez vu qu'on essaie de s'adapter en fonction des conditions. Donc, n'hésitez pas, ceux qui sont en visio, d'utiliser la zone de chat pour pouvoir discuter. Notamment, là, en l'occurrence, c'est Mickaël, d'ailleurs, que vous avez en chat. Ne faites pas de bêtises sur le chat, sur Mickaël. Et après, ce sera moi qui viendrai derrière quand je laisserai Samuel et Mickaël parler sur la suite du séminaire. Alors, on peut commencer. Le CRAGEP, il était important qu'on vous présente un petit peu pourquoi en fait c'est le CRAGEP qui se met dans cette position d'organiser ce séminaire. Alors, l'idée du CRAGEP, c'est le comité régional des associations de jeunesse et éducation populaire. Ça pour tout le mot, mais c'est surtout un ensemble d'adhérents que certains d'entre vous connaissent, en fait partie, et d'autres que du coup vous connaissez peut-être, notamment les petits débrouillards si vous êtes sur l'université, ou avec les CMA, avec la Fédération des étudiants de la Réunion. Les centres sociaux, la REP, JDK, l'unicité, le CRIGE, la Maison des associations de Saint-Benoît. Vous voyez, on a quand même 23 associations qui représentent soit plusieurs fédérations, plusieurs. Sans le masque directement. D'accord. C'est pas grave, sur le trajet, tout le monde connaît le trajet, ceux qui sont connectés en visio, donc je vais essayer de le faire peut-être un peu plus lentement aussi. En gros, une association qui existe depuis 2003 et son but, c'est de réunir les différents acteurs de l'éducation populaire, le mouvement de jeunesse et l'éducation populaire à La Réunion. Et depuis 2003, on essaie de mettre en synergie et de représenter et de défendre les valeurs d'éducation populaire que tous ces membres portent sur l'ensemble du territoire. En gros, on est sur un début de cartographie où on peut pointer 80 salariés, plus de 400 bénévoles, et un peu plus de 15 millions d'euros de produits. Donc, on est quand même aussi un mouvement qui a du poids économiquement et on l'espère politiquement aussi. On peut avancer. Le rôle du CRAGEP, c'est de mettre en synergie ces différents membres, mais tout un réseau aussi d'acteurs. Donc, on a créé il y a 2 ans juste 3 axes sur notre projet. L'animation du réseau jeunesse éducation populaire. L'axe 2, on est sur du veille et plaidoyer, et l'axe 3, pôle de recherche et expertise en de ressources qu'on développe petit à petit pas, et notamment avec des futurs partenaires qu'on espère nombreux l'année prochaine. Mais on va se concentrer sur l'axe 1 avec l'animation du réseau, et c'est là qu'on arrive sur la mise en place des commissions de travail, des groupes de travail. Et c'est pour ça que le CRAGEP se positionne pour aider l'un de ses adhérents initialement, la Ligue de l'enseignement, qui a mis en synergie beaucoup d'acteurs autour de l'Open Badge. Et on a créé un groupe de travail, une commission de travail, on en arrière. Voilà. En fait, ça fait 1 an qu'on travaille sur l'éducation populaire et numérique. C'est une nouvelle commission qui a été créée pendant les vacances d'hiver. Et le but du jeu, c'est de mettre des acteurs autour de la table pour travailler sur la notion d'éducation populaire et le numérique. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, des acteurs qui
associations comme les CRIJ qui font de la formation médiateur numérique, ou les CMEA qui développent un outil de soutien à vie associative qui s'appelle Zorit. On peut encore aller sur la MDA de Saint-Benoît qui fait aussi des ateliers d'instruction sur le numérique, et la Ligue de l'enseignement autour de l'Open Badge, et qui, du coup, mettant tout ça en synergie, on arrive sur une réflexion qu'on souhaite absolument utiliser de collectif pour dynamiser le consortium Badgeano que vous découvrirez tout à l'heure. Donc, on en est là pour le moment. Deuxième synergie, c'est cette commission de maison de l'inclusion sociale et de l'éducation populaire. Elle est née tout simplement en début d'année. Plusieurs adhérents du CRAGEP ont exprimé leur difficulté de trouver des locaux qui leur permettaient de développer leur projet d'éducation populaire. Et la synergie s'est rapidement transformée en une création d'un projet, une réflexion sur un projet très, très structurant ici sur le territoire. C'est la création d'un tiers-lieu d'éducation populaire où on va automatiquement parler de mutualisation de locaux, mais au-delà de ça, d'avoir un réel outil d'émancipation de l'individu, travailler sur la jeunesse, mais pas que, mettre en synergie plusieurs acteurs et pas que ceux qui auront leurs sièges sociaux. Et ça, on vous laissera tout à l'heure avancer sur la présentation de Michael qui vous donnera des éléments un peu plus profondément. Pourquoi on a présenté ça, on le présente aujourd'hui? Parce qu'en fait, on connecte nous les deux projets automatiquement, les Open Badge et la maison d'éducation populaire. Voilà. Je passe la main du coup à Michael, le vice-président au CRAGEP et qui est directeur du CRIJ Réunion. Alors bonsoir plutôt. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc Michael Abélard, comme Cyril l'a évoqué, je suis directeur du CRIJ, le Centre régional information jeunesse, et depuis très récemment, 2 mois et demi, vice-président du comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Donc Cyril vous a fait un petit peu l'introduction. Vous parlez de ce qu'est le CRAGEP, de ce que ça représente en termes de volume, de chiffres, en termes de nombre de bénévoles, en termes de nombre de salariés. Les activités sont diverses. On couvre à la fois la branche de l'animation, la branche du sport, le volet éducation populaire, bien évidemment, la partie formation, mais aussi l'accompagnement, l'information du public. Et de façon générale, en fait, on intervient sur les différentes valeurs que l'on retrouve dans l'éducation populaire. C'est l'accompagnement à l'autonomisation, la collaboration, la mutualisation, et voire même quand on se réunit en fin de journée ou le week-end à travailler sur des mots comme la résilience, sur des actions opérationnelles en fait sur le territoire qui permettent en fait une meilleure coordination entre les individus et les institutions. Comme l'évoquait Cyril, donc à l'origine de ce projet qui est en cours de finalisation d'écriture, un constat logistique et matériel des associations qui sont adhérents du CRAGEP et qui ont des difficultés en termes de locaux, que ce soit des locations pour des événements tout simples, des conseils d'administration, des assemblées générales, des salles de formation, des accès à des ressources quand il faut faire des visios avec d'autres partenaires du territoire ou tout simplement avec la métropole. Donc du coup, un constat matériel. Mais à côté de ça aussi, on est reparti en fait sur des constats de territoire que tout un chacun connaît à La Réunion avec les problématiques. Alors je ne vais pas vous égrener les chiffres, on les a tous depuis au moins 2015, que ce soit au niveau du fonds d'expérimentation jeunesse, quand on a travaillé sur les assises des Outre-mer, quand on a été consulté dans le cadre de la lutte, au niveau de la stratégie pauvreté. Donc tous les acteurs qui sont à la fois en visio, qui sont à la fois présents, connaissent qu'on a un fort taux de chômage à La Réunion, notamment au niveau des jeunes, avec plus de 40%, un fort taux en fait au niveau des familles monoparentales, des problèmes de précarité, des problèmes d'inclusion sociale, une augmentation d'année en année de jeunes qui sont à la rue et des moins jeunes aussi également, et des problématiques en fait de coordination et de mutualisation quand on parle du secteur associatif. Et on a souvent aussi tendance, et nous les premiers en tant qu'acteurs associatifs, à opposer un petit peu tous ces mondes-là, à se dire d'un côté il y a les financeurs représentés par les institutions publiques, de l'autre côté il y a le secteur marchand avec qui de temps en temps on collabore, mais finalement on les sollicite beaucoup quand il y a des campagnes RSE, des appels aux dons ou des éléments de la sorte, et le secteur associatif. Et on s'est dit, en fait on est sur un même territoire, on a des problématiques quotidiennes, et chacune et chacun d'entre nous, en fait on intervient auprès d'un même public, qui soit jeune, qui soit en difficulté, qui soit en situation problématique d'inclusion. Et si en fait on réunissait l'ensemble de ces briques, l'ensemble de ces constats de territoire, et qu'on crée quelque chose d'innovant, porté bien évidemment par la philosophie, l'engagement en fait qu'il y a derrière l'éducation populaire,
donc sur son côté accompagnement de l'individu à l'autonomisation, à l'émancipation, à l'épanouissement et à tout simplement en fait de son inclusion au sein de la société et sa prise en compte, mais aussi à travailler aussi sur une nouvelle façon de collaborer entre associations et avec les différents mondes dans lesquels on gravite, que ce soit le monde institutionnel ou le monde en fait privé. Donc on s'est dit, on va réfléchir sur l'idée d'une maison de l'inclusion sociale et d'éducation populaire où on va en fait réunir dans un premier temps les forces vives, on va dire intellectuelles en mode écrivain sur ce volet-là, donc avec aujourd'hui le CRAGEP, l'Association réunionnaise des centres de vacances, le CRIJ, les petits débrouillards, les CMA et JB4. On a une autre structure, un groupement d'employeurs dans la branche animation qui est en train de nous rejoindre. Il y a des éléments un peu techniques. Et on s'est dit, bon ben voilà, on a une force, on a des structures qui sont déjà reconnues d'intérêt général, agréées entreprises solidaires d'utilité sociale, d'autres structures qui font déjà de la prestation de services, mais on se coordonne tous en fait autour de cette idée d'accompagner l'individu afin d'améliorer son quotidien et de travailler sur son autonomisation. À partir de ce moment-là, donc en regardant en fait les différentes études, tous les constats de territoire, que ce soit sur la partie réponse en fait aux besoins de la population ou en termes de modèle économique, on a commencé en fait à développer un projet qui pouvait répondre à l'ensemble de ces impératifs. On a commencé à développer un projet qui répondait à l'ensemble de ces impératifs. Et du coup, en fait, un peu ce qui va vous être présenté là, c'est l'aboutissement de grosses semaines de réflexion, de débat, d'échange, de confrontation de points de vue, que ce soit sur le modèle économique, que ce soit sur l'organisation, que ce soit sur la recherche de lieux. Mais on va vous présenter en fait les grandes lignes de ce projet. Tout d'abord, un espace de vie d'inclusion sociale axé sur l'innovation collaborative et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En gros, c'est de réunir en fait dans un même lieu des compétences, des acteurs, des structures qui vont être en mesure en fait de collaborer ensemble par rapport à leur expertise, le CRIJ sur l'accueil du public et l'information des jeunes, les petits débrouillards sur tout ce qui va être sciences et éducation, la RCV sur la partie périscolaire, mais d'apporter en fait, en réunissant en fait tous ces talents, toutes ces forces, une plus-value pour le territoire. Donc pour le territoire, de quelle façon? En proposant un espace donc dédié aux sièges sociaux, bien entendu, des associations. Projection, de films, d'échanges, de débats, d'idées. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre à disposition ce lieu-là. C'est de travailler aussi sur le volet insertion professionnelle, avec la mise en place, en fait, de crèches et périscolaires à vocation d'insertion professionnelle. Toujours, en fait, dans cette optique d'inclusion sociale, on sait très bien qu'une des problématiques et des freins à l'insertion, notamment des publics en situation de décrochage social, en situation de fragilité et de précarité, ont la problématique de la garde d'enfants. Bien évidemment, ce n'est pas de reprendre ou de refaire ce qui existe déjà, mais de le faire de façon plus amplifiée et différente. Dans le cadre de la stratégie pauvreté, par exemple, il y a une action dédiée au volet à vie en termes d'expérimentation qui va commencer à avoir lieu à partir de 2021. Mais l'idée, en fait, c'est de penser un peu différemment les choses et vous verrez par la suite un peu le fil conducteur. Quand on a donc un espace où on a des associations qui peuvent échanger, qui peuvent débattre, qui peuvent en fait amener du public pour échanger en termes d'espace de débat citoyen, de dialogue, à partir du moment où on peut louer ces espaces, on va pouvoir aussi en fait profiter en fait d'actions liées à l'éducation. Donc, à travers un espace en fait d'éducation et de tiers numérique sur tout ce qui va être en fait sciences, développement durable et tout un volet dédié justement à l'apprentissage des plus jeunes et des moins jeunes en fait sur cet espace-là. Et donc, du coup, en fait, le fil conducteur, la vitrine, on va dire ça comme ça, c'était de se dire, bon, ben voilà, on a la RCV qui intervient là-dessus, le CRIJ qui intervient sur tel domaine, JB4 qui intervient dans tel autre, mais quel est le lien dans tout ça, en fait? Qu'est-ce qui va permettre d'avoir
une structure, un fonctionnement qui n'ont pas être conçus en fait comme différents blocs de Lego qui vont être montés les uns au-dessus des autres, avec peut-être du lien, mais pas plus que ça, mais en fait concevoir quelque chose qui a de la valeur ajoutée. Donc, du début jusqu'à la fin, en fait, on va mettre en place une chaîne de valeur qui va détecter, accompagner, favoriser l'inclusion sociale et aussi l'échange et le débat en fait entre les individus. Donc on s'est dit en fait que on allait prendre quelque chose qui fonctionne pas forcément très bien, ça fonctionne très bien, mais d'avoir en fait un service en fait qui va donner une visibilité en termes de lieu, en termes d'espace et en termes d'endroit, et autour de quoi, même si c'est un peu compliqué depuis la Covid, on se réunit en général, on se réunit autour d'un repas, d'un café, d'une bière, et que sais-je en fait dans un espace de restauration. Et donc du coup l'idée c'était de se dire en fait on va faire graviter en fait l'ensemble de ces espaces autour de ce lieu dédié en fait à la restauration et à la brasserie pardon, par la détection et la formation en fait du public en situation fragile et précaire autour du domaine de l'hôtellerie et de la restauration. L'idée étant de leur apporter des formations d'excellence pour pouvoir ensuite derrière alimenter un espace de vie, un espace d'échange et un lieu en fait d'expression, d'échange, de partage autour de ce lieu où on va réussir en fait à inclure l'ensemble de ces différents éléments que je vous ai présentés auparavant. Donc l'individu qui va se faire former va pouvoir en fait faire garder ses enfants au niveau de la crèche ou au niveau de l'espace périscolaire. Il va pouvoir, plutôt ses enfants aussi pourront également participer à des activités au sein de l'espace dédié à la partie éducation et tiers-lieu. À côté de cela, ils vont pouvoir en fait rencontrer des associations par rapport à leur domaine d'activité pour pouvoir échanger avec eux et profiter de leur service, pardon. Et du coup, en fait, avoir une chaîne de valeur depuis la détection jusqu'à l'insertion socio-professionnelle positive qui va permettre et favoriser en fait l'inclusion sociale. Donc l'idée en fait, je n'ai pas trop suivi le PowerPoint, mais un petit peu quand même. Un petit peu bien, mais j'ai une certaine tendance à pas suivre les PowerPoint. Mais donc du coup en fait l'idée c'est vraiment d'avoir en fait un noyau autour duquel on va graviter les différents services et les différentes structures dédiées en fait au grand public. On n'est plus uniquement sur du périscolaire ou du centre de vacances comme peut le faire la RCV, uniquement sur du public jeune par exemple comme peut le faire le CRIJ, ou uniquement sur de la consultation citoyenne ou du débat participatif comme peut le faire par exemple JV4, mais vraiment en fait sur un lieu mutualisé, coordonné, où on aura bien évidemment des entités en propre qui vont garder en fait leurs objets sociaux, leur expertise, leur domaine d'intervention, mais chacune de ces expertises et ces interventions vont être en fait mises à profit par rapport au collectif et par rapport à l'ensemble des publics. Du coup, l'idée c'est de toucher en fait de 0 ans à 99 ans, quelle que soit en fait la situation de l'individu, avec bien entendu un focus un petit peu plus appuyé sur le volet inclusion sociale et insertion socio-professionnelle. Voilà un petit peu dans l'idée. Donc, vous avez à côté Cyril qui vous reprécise de façon littérale ce que je suis en train de vous évoquer depuis tout à l'heure. Mais pour faire simple, en fait, vous avez un schéma en fait, qui représente un petit peu toute la philosophie qu'il y a derrière cette notion d'inclusion sociale. Pour aujourd'hui, le nom de code, c'est collectif. Qui représente un petit peu en fait toute cette agrégation en fait de forces vives et de réflexion en faveur du territoire, où on a effectivement à la fois, on va dire, 3 piliers, la partie formation d'excellence pour la destination des publics fragiles et précaires, la partie accompagnement, on va dire périmètre sur tout ce qui est crèche et périscolaire à vocation d'insertion professionnelle, tout le volet tiers-lieu avec toute la partie formation, développement durable, numérique, éducation. À côté de ça, sur la gauche, en fait, vous avez tout un volet en fait développement durable sur lequel aussi le but est de créer du lien, notamment sur la partie éducative, avec un volet en fait jardin de permaculture pour alimenter la partie restauration et aussi un volet éducation en fait, le retour à la terre, le bien-être, le bien manger, donc tout ce volet-là, et tout un volet, on va dire formation et accompagnement. Et quand on a fait tout ça, on se rend compte en fait qu'on est effectivement sur la partie formation HRT
donc hôtellerie, restauration, tourisme, sur de la certification, sur de la qualification, donc avec des diplômes, des éléments qui sont référencés au niveau du répertoire national des certifications professionnelles, mais tout le reste, on est sur l'informel. On est sur de l'échange de pratique, de l'apprentissage par l'expérience, par le faire, qui ne sont pas forcément certifiés par un diplôme, par une formation, qu'elle soit courte ou longue, ou pas forcément en termes de qualification. Et on s'est dit, effectivement, on travaille à côté aussi sur un écosystème de la reconnaissance des compétences informelles, et pourquoi pas en fait utiliser ce lieu comme vitrine en fait de ce projet sur lequel on travaille depuis très longtemps et de se dire, bah, effectivement, quand on participe à un débat citoyen, on développe en fait des talents en termes de prise de parole, en termes de prise de parole en public, de confiance en soi, de capacité à débattre, d'argumenter. Et donc, du coup, travailler sur la reconnaissance en fait de cette compétence qui a été acquise. Quand on va en fait suivre une action de sensibilisation sur la permaculture, sur le développement durable, ou tout simplement sur la redécouverte en fait des légumes longtemps, mais aussi sur un apprentissage qui n'est pas certifié par un diplôme. Et on a continué en fait à travailler sur ces différentes réflexions-là. Samuel en fait vous en donnera le détail technique, et de se dire en fait il y a des outils qui existent depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années, notamment sur le volet Open Badge. Il y a beaucoup d'expérimentations en fait ou d'actions qui sont mises en place sur le territoire par différents acteurs sur la reconnaissance de compétences informelles, sur des badges numériques ou des attestations numériques en fait qui sont expérimentées, mais tout simplement en fait on a beaucoup d'acteurs qui soit réinventent l'eau chaude, soit travaillent en silo, alors qu'on pourrait tous en fait se réunir autour de la table, un peu comme le projet Lisel, et de se dire en fait on a des besoins au niveau des champs consulaires, par exemple, en termes de reconnaissance de compétences informelles, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'université, de façon générale au niveau des autorités académiques. De l'autre côté, on a des associations qui ont besoin aussi d'attester de compétences, d'expériences qui sont vécues par leurs bénévoles ou leurs salariés. On a besoin également aussi, dans d'autres sphères, notamment dans la sphère marchande, de ne plus forcément attendre qu'un référentiel de formation soit mis à jour, mais de reconnaître en fait l'expérience d'un individu tout au long de son parcours professionnel, que cette expérience ait duré 9 mois ou qu'elle ait duré 24 mois. Et donc, du coup, l'idée, c'est qui va vous être présentée par la suite, c'est d'être en mesure en fait d'expérimenter en termes d'innovation et de fer de lance sur le territoire de la Réunion un écosystème en fait de la reconnaissance des compétences informelles, alliant en fait toutes les forces vives du territoire, en alliant les bénéficiaires, les usagers, les futurs bénéficiaires de ces open badges, mais aussi l'ensemble des structures qui travaillent au quotidien dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'employabilité, dans les différents aspects en fait de notre société pour lesquels il n'existe pas forcément un diplôme. Et si un diplôme en fait est mise en place, mais 3, 4, 5, 6 ans à être mise en place, reconnue, certifiée et ensuite à être déployée sur un territoire. Pour faire simple, en fait, d'avoir un système agile, opérationnel, collaboratif, mutualisé, qui permet tout simplement en fait, de permettre à un individu de le valoriser, mais aussi de faciliter en fait l'insertion socio-professionnelle et l'inclusion de ces publics. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc c'est pour ça qu'on voulait quand même, avant d'attaquer dans le vif du sujet au niveau de l'écosystème badge Jalon, notamment porté par les Open Badge, vous présenter en fait la philosophie d'ensemble et de se dire en fait, plutôt vous informer que l'on travaille actuellement sur un projet collaboratif mutualisé avec une expérimentation sur la Réunion, avec une envergure et un projet, une ambition de l'essaimer en fait sur les différents territoires outre-mer pour justement en fait répondre à des besoins qui ne sont pas uniquement dionysiens ou réunionnais, mais qui correspondent vraiment à une évolution de la société, indépendamment de la Covid ou autre, mais en termes de coopération, de mutualisation et d'inclusion, on va dire, d'accompagnement du public à l'autonomisation. Voilà. Ça n'a pas été trop long. 2h45, parfait. Les questions après. Oui. Les questions après. Les questions. J'étais un peu long. Après. Je suis désolé. Les questions après. Oui, c'est après. Notez vos questions. Après les questions. Je vais laisser la parole à Samuel, du coup. D'accord. Ah oui, j'étais pile à l'heure. Donc, notez bien les questions après, et puis on fera un temps d'échange sur les questions après. Bonjour.
Ok, super, je m'attendais à un bonjour un peu plus dynamique. D'accord, donc je vais recommencer. Et moi, effectivement, je suis celui qui demande des applaudissements. Donc, bonjour. Non, j'ai essayé de. En fonction des mots. Parfait, merci. Alors, du coup, on va parler open badge. Ça, c'est génial. Mais on va surtout parler reconnaissance. On va surtout parler reconnaissance. Donc, je vais faire une introduction assez courte sur ce que c'est que les open badges. Rapidement, pourquoi. Et très rapidement, je vais passer la parole à quelqu'un qui se trouve quand même un petit peu, il est un petit peu loin, légèrement éloigné de tout. Donc, Serge Ravé, qui est le président de l'association Reconnaître, qui va nous faire une petite intervention sur un sujet qui va certainement vous intéresser au plus haut point. Donc, est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous êtes prêts déjà? Ouais, super, génial. Alors ça, c'est de l'animation, ça, c'est... Donc alors, on va passer tout de suite à la suite de cet événement. Tout à l'heure, Monsieur Abélard Michael vous a parlé des enjeux, il vous a parlé aussi de pas mal de choses qui se passent sur le territoire, n'est-ce pas, Cyril? Exactement. Là, je vais en faire la prochaine diapo. Donc là, c'est. Ah, mais ok, d'accord. Ça, c'est cool. Parfait. Alors, avant de parler open badge, nous savons effectivement que sur notre territoire, il y a un taux de chômage assez important au niveau de nos jeunes. On a un tissu associatif qui intervient auprès des plus précaires, des moins précaires, qui intervient vraiment pour toute la population, qui possède des compétences, qui agissent au quotidien, qui utilisent de plus en plus le numérique et qui entend parler d'open badge. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a que c'est quoi, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau de la Ligue, puisque effectivement je suis chargé de mission à la Ligue de l'enseignant, c'est qu'on intervient effectivement auprès de nos services civiques. Et l'année dernière, on avait entendu parler d'open badge. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et lorsqu'on a appris en quoi ça consistait les open badge, on s'est dit, ce serait quand même dommage de le déployer sur le territoire uniquement pour nos jeunes au service civique. Ce qui fait que du coup, on s'est dit, ok, open badge, service civique, mais avant, on va définir ce que c'est qu'un open badge. Alors, j'ai envie de donner un billet à celui qui arrive à me donner la bonne définition là tout de suite là. Généralement, quand je dis ça, tout le monde lève les mains. Ouais, super, ok, super. Oui, je vous prends au mot, madame. Oui. Je m'en vais. Bon, c'est un billet de Monopoly. Alors, un open badge, c'est tout simplement une image qui contient des informations. Donc, ces informations-là permettent d'attester un certain nombre de choses comme des potentialités, des capacités, valoriser des compétences informelles qui d'habitude ne sont pas visibles. Donc, on rend visible ce qui est invisible habituellement. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut y mettre un dossier de preuve et on peut faire quelque chose qui est super intéressant et qui nous concerne tous, c'est l'endossement. C'est-à-dire faire reconnaître ce qui est inscrit à l'intérieur de ce badge numérique. Alors, j'adore ton dessin, c'est génial. C'est pas bien. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, moi je préfère parler de reconnaissance. On a beaucoup utilisé le mot compétence auparavant, mais là, le cœur du sujet à travers cet open badge, c'est vraiment la reconnaissance. Et ce qu'on a envie de développer, c'est vraiment un sentiment d'appartenance. On a envie de documenter des pratiques qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas nécessairement bien documentées ou alimentées. Et on a envie tout simplement de rendre visibles toutes les potentialités que l'on dispose sur notre territoire. Est-ce que je suis bien là? Oui, c'est cool. Parfait. Ce qui fait... Comment? Est-ce qu'on est sur le témoignage de Serge ou est-ce qu'on... Alors, Cyril, on ne t'entend pas. Donc, Cyril me dit est-ce qu'on est sur le témoignage de Serge? Par contre, on peut ouvrir son micro parce que je vais dire bonjour. C'est déjà ouvert. Ah, ok, super. Bonjour Serge.
Bonjour Samuel. Ouais. Serge, enfin, président, excuse-moi. Est-ce que je n'ai pas dit trop de bêtises? Non, non, c'était parfait. C'était parfait. Ouais, j'aime bien quand on me dit que c'est super, c'est parfait. Génial. Alors, avec ces open badges, Serge, tu me diras si je me trompe ou pas. Nous, ce qu'on a envie de faire, du coup, je pense qu'on reconnaître, c'est vraiment développer les cas d'usage, documenter les pratiques et rendre visible ce qui est invisible, n'est-ce pas? Absolument. Absolument, j'aime bien. Et ce que j'ai demandé en fait à Serge de faire, c'est de vous parler d'un sujet qui peut vous paraître, on va dire, hors sujet, mais qui nous concerne directement, puisque du coup, il y a vraiment rien de nouveau lorsque l'on va utiliser les badges pour faire reconnaître une compétence ou des compétences informelles que l'on pourrait donner avec un bout de papier. Mais à travers les badges, on peut vraiment travailler une autre façon de voir les choses. On peut travailler la culture de la reconnaissance. Et Serge, est-ce que tu pourrais introduire le sujet, du coup, dont tu vas nous parler? Oui, alors peut-être que je peux partager une présentation, parce que je Oui, n'ai pas bien encore sûr. le droit de partager une présentation là. Oui. On va te délivrer un badge après pour le partage d'écran, Serge. Voilà. Il faut me donner les droits, je n'avais pas vérifié, mais voilà. Ouais, il est gentil. Voilà. Donc, on va passer à un passage où Serge va nous faire une petite intervention sur son sujet. Ensuite, on va discuter ensemble des champs du possible. Peut-être aller un petit peu plus dans la technique de comment faire pour le déployer sur le territoire et revenir aussi un petit peu sur notre historique, notamment avec les initiateurs de départ de la dynamique Bajani, donc les entités. Hein. Donc, on a Nasser ici présent pour l'IRTF, donc il fait partie des initiateurs de départ de la dynamique Bajani, consortium. Nous avons Jérôme Darveli de l'université aussi, qui faisait partie au départ de l'aventure. Le trajet à travers Michael et Cyril, la Ligue de l'enseignement, et bien sûr, j'avais oublié, je suis désolé, la presse. Frédéric, je t'ai vu quelque part, donc il y avait aussi effectivement la presse dans les initiateurs. Serge, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Vous voyez ma présentation? Du tout. Non, mais le temps que la présentation prenne l'avion, ça va arriver. Ah, voilà. C'est génial. C'est bon là? Oui, c'est bon. Ok, parce que voilà. Donc, écoutez, merci de m'accueillir. Tu me laisses combien de temps là, Samuel? 10, 15 minutes. 15 minutes. Bon, je vais aller au pas de charge alors en 15 minutes. Donc, le titre de la présentation, c'est Décoloniser la reconnaissance. Et donc, c'est un peu pour expliquer ce que nous avons appris de la pratique des open badges. Donc, cette idée de décoloniser la reconnaissance est venue d'une rencontre avec Victoria Fontan, qui a écrit un livre Décoloniser la paix, qui est intervenue dans une conférence que nous organisions à Paris, une conférence épique, et où elle écrivait. Et donc, j'ai remplacé le mot paix par reconnaissance. Et il me semble que ça s'applique tout à fait à notre propos. La décolonisation de la reconnaissance découle en partie d'une décolonisation de l'esprit, de la compréhension cognitive et émotionnelle que les individus n'ont pas nécessairement besoin d'experts extérieurs et de leurs ressources pour façonner leur vie quotidienne, ou plus important encore, pour leur apporter la reconnaissance. Donc, de là est né un ouvrage. Donc, on a un certain nombre de chapitres et j'aborderai aujourd'hui un peu la question de l'économie de la reconnaissance, mais et aussi la question de la culture de la reconnaissance. Donc d'abord, décoloniser l'esprit. Et là, je vais vous donner une phrase qui va peut-être vous choquer pour certains, c'est « Lorsque le sage montre la reconnaissance, l'idiot regarde le badge ». Le badge, ce n'est pas autre chose que le doigt du sage qui montre la reconnaissance. Le badge n'est pas la reconnaissance. Le badge, c'est ce qui pointe vers la reconnaissance. Et donc, il faut regarder au-delà du badge.
Se limiter au badge, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on est idiot. Et donc, reconnaître, ça pose un certain nombre de questions. C'est qui on reconnaît, qui reconnaît, qu'est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on reconnaît, quel est l'impact de la reconnaissance et quels sont les artefacts, les produits qui résultent de cette reconnaissance. Donc, ça peut prendre des formes complètement diverses. On peut reconnaître une personne, une communauté, une idée. On peut aussi... l'impact que ça peut avoir, ça peut être l'estime de soi, de la gratitude, de l'amour. Hein, ça peut être un cadeau, un diplôme, ou un badge. Donc, la reconnaissance, ça recouvre tout un tas d'idées, de pratiques qu'on va essayer de regarder. Alors, pour décoloniser l'esprit, je pense qu'il faut commencer par poser les bonnes questions. Et lorsqu'on pose la question « Pourquoi utiliser des badges ?», je dis non, mais la bonne question à poser, c'est « Pourquoi reconnaître ?» et utiliser les open badges pour rendre la reconnaissance visible. Les badges ne font que rendre la reconnaissance visible. Quand on pose la question « Comment créer des badges ?», je dis on s'en fiche, puisque n'importe quel idiot peut créer des badges. En revanche, la question de la reconnaissance, c'est voilà, comment est-ce que reconnaître, comment reconnaître et comment utiliser les badges pour rendre la reconnaissance visible. Les badges ne sont rien d'autre qu'un moyen de rendre visible une reconnaissance. Créer un badge, c'est vraiment pas compliqué. Et heureusement d'ailleurs. Et puis, des fois, on parle d'écosystème de badges. Moi, je préfère parler d'écosystème de reconnaissance ouverte. On peut utiliser les badges de façon métonymique pour parler de reconnaissance. Et donc, un écosystème de badges, en réalité, il faudrait parler d'un écosystème de reconnaissance ouverte où les open badges sont utilisés pour montrer les flux de reconnaissance. Et une question que je m'étais posée très rapidement quand j'avais rencontré les badges, dès 2012, c'était inventé en 2011. Pourquoi était-il impossible d'émettre des badges avec le sac à badge, le backpack de Mozilla? Et la question qu'il fallait poser, c'est pourquoi était-il impossible de reconnaître avec le sac à badge de Mozilla? Pourquoi est-ce qu'on avait le droit d'être reconnu, c'est-à-dire on pouvait mettre des badges dans son sac à badge, mais on n'avait pas le droit d'émettre des badges. Et ça, c'est une bataille qu'on a menée, qui commence à être en partie gagnée avec Open Badge Factory, Open Badge Passport, mais c'est un tout début, alors que ça fait quand même des années qu'avec Badger, par exemple, on peut émettre des badges. Et donc, si on parle de reconnaissance ouverte, je ne développerai pas trop la question de la reconnaissance ouverte là, mais si on veut être compatible avec la reconnaissance ouverte, il ne suffit pas d'être open source. Les open badges, ça ne suffit pas. Il faut des choses en plus. Et entre autres, donner la possibilité aux gens d'émettre des badges. Et aussi, quand on parle de décoloniser l'esprit, il faut penser au vocabulaire. Dans les badges, on parle de preuves, de critères. Dans la reconnaissance, en France, on parle de la validation des expériences. Et valider et reconnaître, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que valider, c'est une forme particulière de la reconnaissance. Mais ça ne comprend pas toute la reconnaissance. Quand dans un badge, par exemple, on parle de preuve, le problème de la preuve, c'est que la preuve, c'est utile pour la personne qui va délivrer le badge. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir déjà produit la preuve avant d'avoir le badge. Nous, on préfère parler de documentation. Parce que la documentation, ce n'est pas utile simplement pour la personne qui va donner le badge, mais ça peut être utile pour les personnes qui vont lire le badge. Pensez à une recette de cuisine, par exemple, vous voulez mettre une recette de cuisine dans un badge. La recette de cuisine, elle a une valeur d'usage. Et donc, penser à quelle est la valeur d'usage d'un badge est tout à fait important. Et puis, aussi, la différence entre reconnaître des compétences, reconnaître des pratiques, la reconnaissance formelle et informelle, et puis Open Badge et reconnaissance ouverte, Open Recognition. Décoloniser l'informel, ça c'est un point qui me semble important à aborder, c'est que l'apprentissage informel n'est pas une forme inférieure d'apprentissage, c'est un apprentissage comme les autres. Et de même que la reconnaissance informelle n'est pas une forme inférieure de reconnaissance, c'est une reconnaissance comme les autres. J'apprends, donc je reconnais. Et il faut bien comprendre que le formel n'est souvent que la formalisation d'un informel qui lui a préexisté. C'est très rare d'avoir un formel qui apparaît comme ça ex nihilo. C'est une formalisation souvent de quelque chose qui était d'abord informel. Et donc, un point aussi que les gens oublient, c'est que sans reconnaissance informelle, la reconnaissance formelle, comme les diplômes, serait le plus souvent sans valeur. La reconnaissance d'un diplôme,
je dis pas de la reconnaissance par le diplôme. Hein. Le diplôme, c'est quelque chose qui est formel. Mais la reconnaissance d'un diplôme, c'est informel. Sauf si on va passer un concours, on a besoin d'avoir un certain diplôme pour passer un concours. Mais sinon, la reconnaissance d'un diplôme par un employeur, par exemple, c'est quelque chose qui est tout à fait informel. Donc, l'informel, c'est ce dans quoi on baigne. Et donc, si on pense à la reconnaissance et qu'on essaie d'établir un petit peu une topologie de la reconnaissance avec ce que j'ai fait avec ce plan de la reconnaissance, hein, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux cadrans. Hein. Le cadran bas à gauche était celui de la conformité, et puis celui en haut à droite, c'était celui de l'émancipation. C'est que ce dont je me suis aperçu dans l'usage des badges, c'est que on arrivait de plus en plus à utiliser les badges pour coloniser l'espace informel. Et donc, qu'est-ce qui caractérise un peu la colonisation? C'est que l'accent est mis sur les individus, les normes, la conformité, le contrôle qualité. On veut des badges de qualité, on veut assurer la qualité. Et puis aussi, dans l'émancipation, on va beaucoup plus mettre l'accent sur les communautés, les relations, l'émergence, la transformation, l'informel. L'idée, c'est d'empouvoirer les personnes, donner aux personnes le pouvoir d'agir. Alors, quand on dit donner aux personnes le pouvoir d'agir, c'est donner aux personnes le pouvoir d'agir et on retire donner. C'est-à-dire, les personnes prennent le pouvoir d'agir. Donc, on les accompagne dans cette prise de pouvoir. Est-ce qu'on doit reconnaître des pratiques ou des compétences? Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde, il existe des communautés de pratiques, mais il n'existe pas des communautés de compétences. Donc, la compétence, c'est quelque chose qui est abstrait. C'est une approche analytique des choses. Donc, il existe des communautés de pratiques, et c'est quoi une communauté de pratiques? Ce sont des praticiens qui se reconnaissent entre eux. Donc, trouvez-moi une communauté de compétences, ça m'intéresse. Là, je cite un auteur qui dit que l'acquisition de diverses compétences ne rend pas nécessairement un manager compétent. Contrairement à l'hypothèse de la plupart des référentiels de compétences en matière de leadership, il n'y a pas de relation linéaire ni même causale entre les compétences et les performances professionnelles. Il faut bien comprendre que la performance précède la compétence. C'est à travers la performance que se produit la compétence. Il n'y a pas d'abord on acquiert une compétence et puis ensuite on sera performant. Il y a un lien direct entre les deux. Et a-t-on besoin d'un référentiel de compétences pour reconnaître? La réponse est clairement non. Nos amis du CIBC à Caen le vivent tous les jours. Ils reconnaissent les compétences des personnes en passant par la reconnaissance de leurs pratiques, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'un référentiel de compétences. Au contraire, ce qu'on peut faire, c'est que le moment de la reconnaissance devient le moment de la production du référentiel. Et dans ce cas-là, on est un peu à la manière de OpenStreetMap. Vous connaissez cette application OpenStreetMap, où chacun peut contribuer à la cartographie. Eh bien, on peut se servir de la reconnaissance comme étant un moyen de cartographier un territoire de pratique, un territoire de compétences. Et puis, bien comprendre que la compétence, c'est quelque chose qui se crée dans un espace donné, de même que la reconnaissance. Là, je cite, en torturant un petit peu la phrase qu'il avait écrite, en remplacement apprentissage par reconnaissance, mais ce que je veux dire, c'est la reconnaissance est un processus social remarquable. En vérité, elle ne se produit pas lors de la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat, mais plutôt comme le résultat d'un cadre social qui favorise la reconnaissance. La reconnaissance est inextricablement située dans le contexte physique et social de sa délivrance et de son utilisation. Donc, il faut bien comprendre que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est social. Ça peut être un moment matérialisé par un bout de papier ou par un badge, mais qu'avant tout, ce papier ou ce badge rend compte d'un dispositif social. Et donc, si on ne peut inférer les pratiques à partir d'une liste de compétences, mais les compétences à partir des pratiques, alors commençons par reconnaître les pratiques et les personnes qui les portent. Donc, reconnaître les pratiques, l'intérêt des pratiques, c'est qu'elles sont collectives, elles sont interconnectées, elles sont partagées, elles sont incarnées dans des personnes, elles sont situées. Et donc, ce sont les praticiens qui sont les mieux placés pour reconnaître, cartographier les pratiques. Et donc, les badges sont des outils très intéressants pour établir cette cartographie. Je vais passer très rapidement sur les autres
slide pour ne pas perdre trop de temps, mais il y a des vrais problèmes, par exemple le problème de l'apartheid scolaire. Hein, ça, c'est une étude qui a été faite par Georges Felouzis, Françoise Liot et Joël Perroton, qui pose un vrai problème de reconnaissance. La reconnaissance du genre, par exemple, hein, où il y avait une intervention qui était faite par l'OCDE, où grosso modo, pour dire que pour que les filles soient à égalité avec les garçons dans les études et les carrières scientifiques et techniques, il faudrait que les filles soient un peu plus compétitives. Donc, grosso modo, ce que nous disait l'OCDE, Fifi, si tu veux réussir, sois un bon garçon. Heureusement, il y avait quelqu'un d'un peu moins machiste à Pisa qui reconnaissant dans le même souffle qu'il y a un problème, en même temps que les filles sont très performantes en sciences, mais ne vont pas très loin en sciences pour des raisons sociales, probablement. Les garçons, eux, sont assez peu performants en lecture. Et donc, lui, ce qu'il proposait, cet auteur, c'est que peut-être que pour s'attaquer, pour qu'il y ait plus de place pour les filles dans les carrières scientifiques et techniques, il faudrait peut-être déjà reconnaître qu'une des solutions pour s'attaquer à la sous-performance des garçons en lecture, ça pourrait être aussi une façon d'amener plus de filles dans l'étude scientifique et technique, non pas en éloignant les garçons, mais en créant un autre climat scolaire et social. Vous aurez les transparents là-dessus, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais je voudrais citer ce texte qui vient de IAIA, c'est l'Association européenne pour l'éducation des adultes, qui disait, dans sa conférence en 2010, de nombreux participants ont exprimé des réserves et des inquiétudes à l'égard des cadres de qualification, les référentiels de compétences par exemple, et la validation de l'apprentissage non formel et informel qui y sont associés. Et la conclusion des délégués, c'était de dire, c'est ce que j'ai souligné en jaune, c'est à l'apprenant de choisir s'il doit être validé et ce qui ne doit pas l'être. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important. Ça veut dire que, par exemple, quand on met en place un dispositif de badge, eh bien, c'est ce qui a été fait, entre autres, avec Open Badge Factory assez rapidement, c'était la possibilité pour la personne de faire une demande de badge, que ce soit la personne qui soit à l'initiative de dire je veux que ce soit reconnu, ou pas, si je ne veux pas que ce soit reconnu, ne m'embêtez pas avec ça. Et donc, avec les badges, grosso modo, on peut les classifier en 3 types, the good, the bad and the ugly. Les bons badges, ce sont les badges qui sont plutôt des badges émancipateurs, qui mettent la personne non pas au centre, parce que souvent ça veut dire exactement le contraire de ce qu'on aimerait pouvoir dire, mais qui met la personne en mouvement avec les badges, et c'est elle qui est à l'initiative. Les mauvais badges, ce sont les badges, par exemple, les badges genre compétences du 21e siècle, où on fait un badge, par exemple, pour dire qu'une personne est empathique. Ça n'a strictement aucun sens. Ça veut dire que si maintenant tout le monde doit avoir un badge pour prouver qu'on est empathique, c'est vraiment grotesque. Donc, on obtient une espèce de normes de reconnaissance, de normes sociales à laquelle tout le monde devrait se soumettre. Donc, il ne faut surtout pas que les badges deviennent un outil de contrôle social. Et il y a ce risque-là. Et puis, alors, l'horrible, c'est par exemple un professeur d'université à Berlin qui a décidé que seuls les étudiants qui avaient un diplôme avec mention avaient le droit à un badge. Donc, vous imaginez, tous les étudiants ont le diplôme, mais seulement ceux qui ont un diplôme avec mention ont le droit à un badge. Donc ça, c'est une caricature de l'usage des badges. J'espère que vous vous en rendez compte sans j'ai besoin de rentrer dans les détails. Donc, très rapidement, sur l'économie de la reconnaissance, je pense que c'est un point important. L'idée de l'économie de la reconnaissance, c'est qu'on s'enrichit mutuellement par la reconnaissance. Et que le problème que nous avons aujourd'hui, le problème auquel nous sommes confrontés, n'est pas fondamentalement un manque de reconnaissance, même s'il est très réel, hein, mais l'internalisation du fait que la reconnaissance serait l'affaire des autres, des personnes et des organisations autorisées, que sans leur sceau, la reconnaissance n'aurait que peu ou pas de valeur. Et je pense que le remède au manque de reconnaissance n'est pas tant plus de reconnaissance par les autres, par les autorités, que la nécessaire prise de conscience de son propre pouvoir de reconnaître. Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais dépasser de trop mon temps, mais je pense que c'est l'élément clé que nous avons appris à reconnaître, et de défaire, de désapprendre le modèle qu'on a de la reconnaissance, où c'est quelque chose qui vient à la fin, on apprend et ensuite on a un diplôme, et donc avec les badges, on va faire des espèces de micro-diplômes pour des micro-formations,
Et là, on est dans la caricature totale, dans l'approche vraiment, comment dire, on fait voilà, on copycat, on copie, puis on fait le même avec des choses modernes, alors que précisément ce qu'on doit être capable de faire avec les badges, quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de vraiment mettre la personne en mouvement, donc lui donner le pouvoir d'agir, et le pouvoir d'agir, ça commence par le pouvoir de reconnaître et reconnaître son propre pouvoir de reconnaître. Donc, je vais arrêter là avec... oui, un autre point aussi, c'est la question de la culture de la reconnaissance, où voilà, je définis maintenant que les open badges, les notes et les diplômes sont les artefacts d'une culture de la reconnaissance, les open badges sont les artefacts d'une culture de la reconnaissance émergente, peut-être d'une nouvelle culture en train d'émerger. Et qu'il y a un lien très fort entre la culture et la reconnaissance, qu'il y a des actes culturels qui sont des actes de reconnaissance. Banksy, par exemple, quand il fait des graffitis, ce sont des actes de reconnaissance. Par exemple, ce stencil à propos des Gilets jaunes, c'est un acte de reconnaissance, un acte culturel de reconnaissance pour les Gilets jaunes. De même que tout ce qu'on a vu après la mort de George Floyd. Un exemple qui me semble intéressant de culture et de reconnaissance, c'est un projet autour de Migrant Bodies. Ce sont des migrants en Autriche, en France et en Italie qui sont intégrés dans des actions culturelles, dans des performances culturelles, dans de la danse. Et donc la performance culturelle, c'est un moyen de reconnaître les personnes, et puis pour des migrants, et pour les migrants aussi de reconnaître la culture dans laquelle ils arrivent. Donc je crois beaucoup à la force de la culture comme élément de reconnaissance. Et puis, lorsque nous étions dans le sud de la France, c'était comment c'était, mince, l'événement. Enfin, en faisant un petit peu de recherche sur la culture et l'éducation, je suis tombé sur un groupe en Belgique qui s'appelle El-Slam, avec comme slogan le slam comme outil de reconnaissance. Et d'ailleurs, Samuel nous avait fait un slam pour l'ouverture d'EPIC sur la reconnaissance. Donc, je crois beaucoup à cette idée de culture et de reconnaissance. Donc voilà, le dernier mot, ce sera celui-ci, c'est la reconnaissance ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc je vous engage à vous user de la reconnaissance, d'abuser peut-être de reconnaissance. Contrairement à l'abus d'alcool, ce n'est pas dangereux. Merci. Alors, du coup, je te remercie encore une fois, Serge. C'est super important en fait de faire intervenir Serge sur ce sujet et pour vous expliquer pourquoi au final ça a été long de construire un écosystème de la reconnaissance depuis septembre 2019 quand on avait lancé les Open Badges, parce qu'il fallait effectivement faire un premier travail d'explicitation de ce que c'était, pourquoi, et bien sûr c'est un temps que j'avais eu aussi au début. Moi je suis rentré par l'entrée compétences. Et il fallait effectivement plutôt parler de reconnaissance à travers les badges. Je pense que là, parmi nous, il y a un certain nombre d'acteurs présents qui prennent le sujet à bras le corps et qui ont envie de construire ensemble. D'où l'idée, effectivement, d'élargir notre écosystème de la reconnaissance. Comme je vous l'avais dit au début, nous étions 6 initiateurs. Avec, bien sûr, on se positionnait en tant que tête de réseau avec nos différentes structures affiliées, mais très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait essayer de ramener le plus de monde possible, ramener le plus de structures, institutions, personnes qui ont envie de contribuer à la reconnaissance et à construire cette économie de la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, ce séminaire, et donc c'est le fruit d'un an de travail, de collaboration très étroite et de pédagogie avec vous pour aboutir à quelque chose qui va rayonner, pas que sur la Réunion et pas qu'en direction de nos jeunes, mais rayonner vraiment
la Réunion et dans l'océan Indien. N'est-ce pas, Cyril? Ouais, c'est génial. Alors, l'idée, rapidement, pour Badjanou, ce qu'on a décidé de vous proposer aujourd'hui, c'est une articulation où, du coup, on vous montre qu'il existe effectivement un comité de pilotage, un comité stratégique. Et notre idée dans ce comité stratégique, c'est pas vraiment de dire voilà, les badges, c'est ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On est plutôt sur de l'accompagnement, de l'aide vraiment à la construction d'écosystèmes de la reconnaissance. Chacun peut y contribuer, chacun peut endosser ce que l'autre fait. Et à terme, très très rapidement même, on va être sur la construction d'un passeport océan Indien. Donc, un passeport rien qu'à nous, mais qu'on va partager avec l'ensemble de la planète, où on va pouvoir documenter un certain nombre de pratiques et inscrire en fait ce que nous faisons le mieux sur nos différents territoires. On est vraiment dans une dynamique où on va tenter d'être le plus ouvert possible. Et si des gens, des structures, des institutions partagent les mêmes valeurs que nous, et bien effectivement, ils font partie de la dynamique Badjanou. Alors, pour aller un petit peu plus loin techniquement sur comment on va le faire, avec qui, Serge avait évoqué Open Badge Factory, il a évoqué aussi le passeport. Ça fera peut-être l'objet d'une autre rencontre, d'un autre temps d'échange. Mais globalement, ce qu'on voulait vous présenter, c'est vraiment cette idée de dire que les Open Badges, donc c'est vraiment un outil de la reconnaissance et qu'on va essayer tous ensemble d'avancer pour faire reconnaître les différentes pratiques et donner la chance à ceux qui d'habitude en ont moins. Merci. Ok, d'accord, légal. Michael, quelque chose à rajouter? Tu allais m'applaudir? Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Alors, j'adore les applaudissements, mais je pense que là, du coup, vous avez quand même pas mal de questions. Donc, ce que je vous propose, en plus, Serge, il est là, ça c'est génial. S'il y a si vous avez, je ne sais pas, des petites questions ou comment dire, tout simplement des interrogations où il y a quelque chose qui vous a échappé, donc on va se prendre un petit temps pour y répondre. Et si vous voulez aussi qu'on développe sur comment on construit cet écosystème de la reconnaissance, concrètement, on va vous dire où est-ce qu'il faut signer. Est-ce que vous avez des... Aïe, aïe, aïe. Alors, lui, il ne faut pas lui donner le micro. Ah non, je ne sais pas. Pourquoi il sonne je ne sais pas. Bon, alors, Mathieu, juste pour la petite histoire, je pense à moi à Marmaille. La dernière fois, je parlais de reconnaissance ouverte avec un camarade. Et je fais, ouais, du coup, si je te dis reconnaissance, tu dis quoi? Il fait, ah, reconnaissance, ça c'est pas pareil, moi, il reconnaît à ma mairie. C'est un camarade de l'opposition. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, c'est un appel super inspirant. On a bien noté qu'il avait deux projets, la maison d'inclusion. Mathieu, tu as oublié de te présenter. Comment tu t'appelles, Mathieu? Je m'appelle Mathieu Acco. Je travaille pour la ville de Saint-Denis en tant que directeur jeunesse. Et on a la chance cet après-midi d'être en petite délégation, puisqu'on aura l'occasion de présenter un dictateur, je pense. On a Audrey Robert, qui est la directrice de l'insertion, et Madame Aurélie Méléa, qui est notre élue déléguée à la jeunesse, et aussi vice-présidente de l'ANASTEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Moi, ce que m'a noté, ce que est super, que m'avait point comme info pour l'instant, il y a une déconnexion des travail sur cette dynamique d'ouverture de maison, de l'inclusion et de l'éducation populaire, c'est bien comme ça dit? Oui, c'est un projet qui fait des... On ne t'entend pas, Michael. Dont l'open badge. Ben, non. Ouais. Non. Michael.
Mickaël, il y a des gens en visio, il faut absolument que tu utilises le micro. Oui, désolé. Et donc, ça, c'est le projet collectif. C'est bien ça. Pour l'instant, le nom de travail que l'on a mis, en fait, c'est collectif, effectivement. Et ça a une vocation à se concrétiser sur Saint-Denis. Alors, l'idée aujourd'hui, par rapport aux sièges sociaux des associations qui travaillent sur la structuration du projet, l'idéation et l'opérationnalité, vu que l'ensemble des sièges sociaux, en fait, sont sur Saint-Denis aujourd'hui, idéalement, effectivement, alors c'est même pas une idée, parce qu'on a déjà commencé à prospecter des locaux, des terrains et pas mal de petites choses comme ça. C'est pas juste une idée, en fait, couchée sur un PowerPoint et qu'on vous présente aujourd'hui. On a fortement accéléré le travail depuis 2 mois et demi. Et l'idée, en fait, c'est, si on prend sur toute la temporalité du projet, c'est d'avoir un premier lieu, en fait, sur Saint-Denis et s'aimer sur les différentes micro-régions. Donc, avoir des antennes, en fait, MISEP par micro-région, parce que les besoins, en fait, sont sur l'ensemble des territoires. Et dès que le modèle, en fait, à la fois économiquement et d'un point de vue structure, est fiabilisé, d'exporter, en fait, pour faire un réseau outre-mer des maisons d'inclusion sociale et d'éducation populaire, comme on peut avoir un réseau des maisons d'innovation sociale en métropole ou au Québec. Voilà, génial. En tout cas, franchement, félicitations pour le travail que vous avez accompli. Je trouve intelligent de travailler de cette manière-là et d'avoir créé cet écosystème autour de l'idée de cette UNICEF. Vraiment, vous souhaite vraiment beaucoup de réussite. La temporalité, c'est quoi, M. Abélard? Alors, on a une grosse deadline parce qu'en fait, on va déposer le dossier dans le cadre du plan Innovation Outre-mer, donc le PIOM, qui se clôture en fait le 31 décembre, mais on ne le fait pas dans l'objectif du PIOM. C'est une des possibilités. Mais nous, dans l'idéal, en fait, si on prend le phasage entre vraiment synthétiser le projet sur MISEP, même si ce n'est pas le but de la conférence, mais en gros, c'est d'avoir un lieu qui est effectivement préconstruit, mais qui est surtout co-construit par rapport à l'ensemble des usagers, intégrer justement les publics précaires, fragiles, les associations qui interviennent auprès d'eux, les services des collectivités et de l'État en fait qui sont en interaction et qui financent, pour construire en fait non pas un lieu que les gens en fait vont découvrir, mais un lieu construit et utilisé en fait par les mêmes usagers, les personnes en fait qui vont y évoluer. Et donc du coup en fait on prévoit, pour faire très simple, toute la phase de co-construction sur le premier semestre 2021, la finalisation sur les transactions du terrain du lieu sur le deuxième semestre 2021, avec un début des travaux tout dépendant du lieu, parce que le lieu encore n'est pas finalisé à ce jour, même s'il y a des discussions sur certains endroits qui ont bien avancé, avec une livraison dans un idéal, en fait, inauguration avec tous les officiels entre mars et mai 2022. Planning aujourd'hui, mais après, il faut voir comment ça se déroule ensuite. Pose la dernière question. La dernière question, pour moi, ça sera justement par rapport à l'outil de reconnaissance et de manière concrète. Nous avons un projet aujourd'hui dans le cadre de l'action municipale qui souhaite vraiment valoriser la reconnaissance. Il faut savoir qu'à Saint-Denis, il y a un ensemble de dispositifs, donc par exemple le Conseil des jeunes dionysiens, que Cyril connaît bien, par exemple sur notre dispositif en lien avec Jeunesse en l'air. Nous sommes la deuxième ville la plus importante en temps dans le cadre de l'intégration des volontaires en service civique. Donc il y a tout un écosystème de jeunes engagés au sein de la municipalité et des différents services que nous souhaitons vraiment valoriser. Moi, concrètement, ce que je voudrais savoir, c'est matériellement comment ça s'organise avec une institution et dans quelle, dans quelle temporalité il est disponible de mettre ça en œuvre. Merci pour ta question. Parce que non, je te coupe pas parce que c'est super intéressant et ça me permet de faire une belle transition en fait avec notre invité. Alors, il y a Serge en fait, président de Reconnaître, mais il y a quelqu'un d'autre de Reconnaître, c'est Christophe Delabarre. Et lui, il peut te faire du coup un petit retour d'expérience. Qu'est-ce qu'il a pu mettre en place sur son territoire, comment il a pu bosser. Christophe, es-tu là? J'aime bien, ça fait. Je suis là. Oui. Christophe, du coup, bonjour à tous et à toutes. Bonjour.
Alors, du coup, toi, tu interviens sur un territoire assez intéressant avec différentes institutions, avec différentes assos. Et ce qui serait super, en fait, c'est que tu nous fasses un petit retour d'expérience pour illustrer concrètement comment ça se déploie sur un territoire avec les différentes institutions dans la dynamique des badges. Alors effectivement, moi j'ai la chance de participer à un projet régional qui se situe en région Centre Val-de-Loire, donc qui s'appelle Badgeon Centre Val-de-Loire, donc qui a déjà quelques mois, on peut presque dire années en termes d'initiative, de démarrage du projet, mais qui maintenant a pris toute sa dimension, notamment avec l'engagement de la région Centre Val-de-Loire sur des fonds propres et des fonds FEDER, qui a permis en fait d'agréger autour de cette question de la reconnaissance ouverte une trentaine d'organisations. On a notamment la Ligue de l'enseignement qui est pilote du programme, aux côtés du JPRECIA, qui est une organisation centrée autour de la mise à disposition de systèmes numériques, notamment. Il y a la Fédération de l'insertion par l'activité économique, l'IAE. Il y a le réseau Canopé que vous connaissez peut-être aussi. Il y a autour d'une trentaine d'acteurs majeurs de la formation, de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale qui sont engagés dans cette aventure de la mise en valeur, on va dire, des expériences formelles mais surtout informelles. Et notamment un des réseaux sur lequel moi j'interviens un peu plus spécifiquement en termes d'accompagnement, c'est le réseau des centres ressources illettrisme et analphabétisme. On dit aussi d'ailleurs, aujourd'hui on ajoute électronisme d'ailleurs. Et donc on en est au début de l'accompagnement, et on s'est aperçu assez vite que l'ambition pouvait être forte et qu'il fallait peut-être commencer y aller progressivement. Mais l'idée étant, dans l'optique globale, on va dire, de cet accompagnement, de pouvoir permettre aux bénéficiaires d'actions de lutte contre l'illettrisme d'entrer dans l'univers de la reconnaissance ouverte et d'être à la fois acteurs des propositions de formation qu'on leur propose et eux-mêmes reconnaissants, c'est-à-dire eux-mêmes personnes reconnaissantes en capacité de faire valoir cette aptitude-là, cette possibilité qui doit être donnée à tout un chacun. Donc c'est quelque chose qui se fera probablement, on va dire, à moyen ou à long terme. Et dans un premier temps, ce qui paraissait être intéressant pour le réseau des centres ressources illettrisme, c'est de s'intéresser à l'utilisation des badges pour l'animation de réseau. Ça fait partie en fait des difficultés de ce type d'organisation, d'obtenir des moyens pour animer le réseau, notamment le réseau des prescripteurs, c'est-à-dire les personnes qui accueillent les bénéficiaires, donc missions locales, services sociaux, conseillers Pôle emploi, etc., sur le regard qu'ils peuvent porter sur cette problématique de l'illettrisme. Et donc, il y a des formations qui ont lieu. Et comment on peut faire pour reconnaître l'engagement de ces personnes sur cette thématique-là à travers la formation, donc le fait de marquer leur engagement dans la formation via des badges, mais pas seulement. Là, l'idée, c'est de rentrer par cette petite fenêtre-là, mais d'aller bien plus loin ensuite sur l'utilisation des badges comme connecteur entre les personnes, puisque ça va permettre effectivement d'animer ce réseau de prescripteurs qui aujourd'hui pour lequel on a peu de moyens en fait en termes d'animation. Donc de créer des groupes d'intérêt. Très concrètement, un prescripteur qui aujourd'hui a face à lui une personne en situation d'illettrisme, quels outils elle peut mettre en œuvre pour appréhender cette question-là avec le bénéficiaire lui-même sans que ce soit compliqué dans la relation. Et donc chacun peut avoir des astuces, des moyens spécifiques qu'il peut partager. Donc il peut documenter son badge et intégrer des outils qu'il propose, des process qu'il met en place, et le partager avec le reste des prescripteurs qui peuvent être sur des secteurs, comme je disais tout à l'heure, qui finalement ne se parlent pas si souvent que ça, et pourtant qui peuvent accueillir les mêmes publics. Donc ça, c'est une première clé d'entrée. Mais très vite, on s'est rendu compte avec les coordinateurs de l'Union régionale des centres ressources illettristes que ça pouvait être aussi intéressant de
permettre aux bénévoles qui interviennent auprès des bénéficiaires d'actions de lutte contre l'illettrisme, qui sont souvent sur des structures de type Croix-Rouge, Secours populaire ou d'autres types d'associations, et qui sont eux aussi formés pour certains d'entre eux, mais assez peu en relation, il y a assez peu de moyens pour faire de l'animation avec eux. Donc, comment on peut faire pour rendre compte de toutes les initiatives, les trésors d'imagination qu'ils mettent en place pour pouvoir rendre accessibles des outils d'apprentissage de lecture et d'écriture adaptés aux adultes. Comment on peut faire réseau aussi autour de ça et partage d'outils et de moyens. Donc, c'est une deuxième clé d'entrée, on va dire à moyen terme, qui va être déployée et qui va permettre effectivement de valoriser les pratiques des bénévoles qui œuvrent dans ce champ-là. Donc, vous voyez, ça fait plusieurs clés d'entrée, ce qui nous permet effectivement de ne pas se retrouver un peu figé devant l'ampleur de l'ambition initiale. Et je terminerai par la question qui est revenue de manière systématique et qui est centrale dans la prise en compte de cette question-là, c'est OK, on crée des badges pour des bénéficiaires qui peuvent être des professionnels ou des bénévoles, mais comment ensuite ça s'active sur le territoire? Comment on fait pour que ça ait un écho auprès d'autres acteurs? Là, nous, avec nos petits moyens de notre petit réseau, et là où je leur ai dit, justement, ce n'est pas le cas de vos petits moyens, en réalité, sont démultipliés dans le cadre du Badgeon Le Centre Val-de-Loire. Et donc, voilà tout l'intérêt de faire partie d'un collectif qui en est déjà à une certaine maturité en termes de réflexion des responsabilités de chacun. Et donc, je parlais du J-Precia tout à l'heure. Parmi les acteurs du J-Precia, il y a notamment Rémi Toisier, une personne qui était dans le monde de l'entreprise initialement et qui va faire bénéficier de tout son réseau, toutes ses connaissances du milieu de l'entreprise, notamment des associations des jeunes créateurs d'entreprises, etc., qui vont être acculturés au badge et donc en capacité d'accueillir des bénéficiaires qui présenteront leur savoir-faire, pratique, expérience à travers les badges. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair et si j'ai pu apporter un éclairage intéressant. Oui, il secoue la tête, effectivement. Donc, merci, cette histoire, c'est génial. Donc, le badge comme connecteur, et moi, j'ai juste envie de dire ça, en fait. Le badge comme connecteur, on documente les badges pour le faire valoriser, et en fait, ça fait un genre d'effet réseau social exponentiel. Et en complément d'information par rapport à ta question, en fait, à la base, Badgeanon devait déposer dans le cadre de l'appel à projet de la Caisse des dépôts IFAP, donc innovation et méthode pédagogique. Et on avait établi en fait sur vraiment la partie co-construction, donc que ce soit les prises de contact qu'on avait commencé à prendre avec les OPCO, les chambres consulaires, une qu'on a rencontrées très récemment, d'autres syndicats, que ce soit patronaux ou salariés, d'avoir entre 6 et 9 mois en fait, de co-construction pour bien déterminer en fait, sur le territoire de La Réunion la chaîne en fait, de coordination et de mise en place pour ensuite tester en fait, la partie écosystème, donc voir comment fonctionne l'écosystème en cas de sollicitation par les individus ou si les parties prenantes en fait, souhaitaient en fait, établir des badges, mais en parallèle en fait, avoir un développement beaucoup plus agile. Par exemple, par rapport aux structures qui ont fait des services civiques ou qui font des événements, sur des éléments en fait, où on a déjà de la matière qui a déjà été testée, par exemple sur le CRVA, donc la conférence régionale de la vie associative, il y a des badges en fait, qui ont été déployés. Nous, au niveau du prix, on est en train de réfléchir aussi par rapport à nos actions et d'avoir en fait un développement de temps. Donc, tu peux avoir en fait à la fois un volet, on va dire, réunion opérationnelle entre 14 et 18 mois, donc, par rapport aux premières réflexions qu'on a vues, mais à la fois un volet beaucoup plus agile en fait par rapport aux structures qui peuvent être opérationnelles avec les outils qui existent déjà en quelques semaines, en fait, en moins de 9 semaines, par exemple. Génial. Christophe, j'ai oublié de te remercier, donc merci encore. Si vous avez des questions à poser à Christophe sur comment il a fait pour déployer les badges, dans quel cadre, dans quel écosystème dans le centre Val-de-Loire, je crois qu'il est encore là. Je suis là. Oui. Ah, il y a une personne qui va intervenir en ligne, ok. Christophe, tu te prépares? Oui. On est pour toi.
Leïla. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, non, j'ai pas de questions particulières à poser à Christophe. C'était juste pour intervenir en tout cas sur l'intérêt que… Alors moi, je me présente, je m'appelle Jaëla de Vacarne et je suis la coordinatrice du projet Isopolis, dont l'objectif est justement d'amener l'ensemble des acteurs du territoire à co-construire des politiques publiques orientées résilience et bonheur, bien-être, bonheur sociétal, bien-être de la société réunionnaise. Et en ce sens, dans ce projet, on aimerait déjà co-construire avec l'ensemble des acteurs, voilà, les rassembler, les acteurs du monde de la société civile, du monde économique, de l'action publique et il m'en manque un de la société civile, je ne sais pas si je l'ai dit, en gros, ces quatre acteurs-là qui ont des codes très différents. Par exemple, nous, on essaye de rassembler autour d'expérimentations concrètes, des expérimentations portées par la société civile, des acteurs de l'action publique et des chercheurs. Et rien que ça, c'est très compliqué à conduire tellement les codes des différents mondes sont différents. Et donc, nous, on fait un gros travail justement pour essayer de mutualiser les énergies et les forces du territoire, notamment à travers un espace qu'on a appelé Isolab. On a la réunion de présentation un peu comme vous demain avec les chercheurs qui se sont déjà montrés intéressés. Et Isolab, ça serait un genre d'espace de mutualisation de tout ce qui va être autour de l'innovation sociétale. Bien sûr, moi j'intègre l'éducation populaire, l'ESS, etc. Enfin, c'est toutes les actions qui concourent à plus de résilience au niveau du territoire et un bien-être durable des Réunionnais, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions. Et en fait, on a à la fois cet espace de mutualisation qui va rassembler des acteurs de l'action publique, des chercheurs, des acteurs de la société civile. Et je me dis que vraiment un écosystème de reconnaissance ouverte, moi, ça me parle beaucoup. Donc, on serait vraiment très intéressé à collaborer de manière globale et voir dans quelle mesure ce réseau pourrait nourrir Isolab ou inversement, quoi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra faire converger les deux. Et puis, dans le cadre d'Isopolis, on est convaincu que la transformation se fait par la proximité et justement par le biais de lieux physiques dédiés. Du coup, on a l'intention de soutenir un réseau on appelait ça des maisons d'innovation sociétale, mais c'est l'équivalent de vos MISEP, en fait, c'est pareil. L'idée, c'est de mutualiser aussi des compétences et des énergies autour de lieux ancrés dans la proximité des villes. Et du coup, voilà, je me dis que là aussi, on aurait de quoi faire converger entre les maisons d'innovation sociétale et les MISEP au profit du territoire, parce que dans Isopolis, c'est vraiment une dimension, on prend directement l'angle territorial. Voilà, du coup, on est très intéressé par vos approches et on est très convergents en fait dans les projets, que ce soit les maisons, les MISEP ou le réseau de reconnaissance ouverte. Et on serait heureux de converger très concrètement avec vous. C'était juste pour manifester l'intérêt. Merci à vous. Merci Jaëla. On va peut-être aller faire un petit tour du côté du président. Ok, super. Ouais, c'est génial. Super. Donc, président de la Ligue. Et ensuite, je crois que Serge aussi voulait faire peut-être une petite intervention après. Oui, Serge, je te donnerai la parole par la suite. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Patrice Boyer, je suis président de la Ligue de l'enseignement, Fédération de la Réunion. D'abord, des excuses, je suis arrivé assez en retard, mais ça fait la chance aussi, même pour venir du collège Bourbon, en fonction de l'adjoint et ici, c'est très, très difficile. Écoutez, que dire sinon que la Ligue de l'enseignement, vous l'avez vu tout à l'heure, a été citée par camarade du Val-de-Loire, hein, et est impliqué dans la maison d'œuvre de ce dispositif. Et Samuel est un acteur de la Ligue de l'enseignement. Je trouve, moi, juste pour dire plusieurs choses, d'abord, je trouve que cette initiative a un écho particulier sur le territoire réunionnais, puisque vous savez tous que vous connaissez tous la situation en termes de compétences et de reconnaissance des compétences à la Réunion. Nous avons une société d'abord qui est une société de non-reconnaissance,
historiquement, hein, par la non-reconnaissance des compétences de milliers et de milliers de personnes. Hein. Bon, je ne fais pas l'historique de l'histoire de la Réunion, société esclavagiste, etc. Et symboliquement, cette reconnaissance elle a une valeur particulièrement forte à la Réunion. Parce que justement, le fait que pendant des décennies, on va dire, en plus, beaucoup de Réunionnais n'ont pas été reconnus pour leurs compétences, ça a une résonance particulière. Je pense que ça, c'est extrêmement important de le rappeler. Et puis aujourd'hui, la reconnaissance se fait par les diplômes, et vous savez que 30% des jeunes de 19 à 25 ans quittent le système scolaire sans aucun diplôme. Donc, c'est encore plus vrai aujourd'hui, cette réalité de la non-reconnaissance, et cette reconnaissance ouverte passe par l'open badge, passe par justement par un chemin qui est est détourné de celui de l'académisme du ministère de l'Éducation nationale, c'est pour faire court. Hein. Celui, on est reconnu parce qu'on a un diplôme. Il me paraît particulièrement intéressant, effectivement, sur un pays et sur un territoire comme celui de la Réunion, et même dans l'océan Indien. Et d'autant plus que j'ai particulièrement apprécié l'expression décoloniser la reconnaissance. Puisqu'on est un territoire colonial, enfin ex-colonial, toute la zone, hein, et je pense que c'est vraiment très très fort d'avoir, on peut dire, posé cette expression. En tout cas, moi je serais bien défendre cette expression décoloniser la reconnaissance. Je crois que effectivement, ces jeunes, ces moins jeunes, hein, qui sont en difficulté de reconnaissance sociale, institutionnelle, ont besoin de pouvoir manifester la reconnaissance de leur capacité de façon tout à fait non institutionnelle. Et c'est extrêmement important que l'on puisse leur donner cette possibilité grâce à cette initiative qui est à l'INSEAD. Je tiens à vous dire que fervent défenseur de l'éducation populaire de nombreuses années, je pense qu'on doit le faire, et c'est une mission que doit porter effectivement l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui rassemblés pour porter ce projet. En tout cas, je tiens à vous dire que la Ligue d'enseignement sera aux côtés de tous celles et ceux qui veulent avancer sur ce sujet. Nous avons aussi une problématique, tout à l'heure, notre camarade en parlait, dans le Loire, de l'illetrisme à la Réunion, qui est pratiquement 100 000 illettrés, un chiffre qu'on n'arrive pas à faire descendre. Et moi, je voudrais poser une question pour finir. Même si je parlais de moyens détournés, de détourner un peu l'académisme de l'éducation nationale, est-ce qu'on a sollicité le partenariat de l'éducation nationale à ce sujet? Et est-ce qu'il y a un représentant de l'éducation nationale aujourd'hui présent? Oui, on les a invités. Ah. Oui, on les a invités, évidemment. Évidemment, c'est toujours un peu compliqué avec les 16 heures et tout ça. Mais effectivement, dans tous les cas, il y avait le rectorat qui m'avait répondu qu'il ne pouvait pas être disponible. Il y avait l'université. Je ne connais pas toutes ces connaissances, tout ça. Mais il y avait plusieurs personnes qui étaient aussi. Il y a Jérôme Garbodi qui est en ligne là, dans tous les cas. Il y a aussi sa chargée de mission, direction de l'entrepreneuriat étudiant de la Réunion. L'Université de la Réunion, il y avait Mme Bayette Valérie qui devait être là, mais pas là. En tout cas, il y a eu plusieurs réponses, effectivement. Après, c'est l'idée depuis un an. On les a déjà eu, on a déjà eu le rectorat, notamment lors de la réunion de Guadeloupe. On avait fait certainement fin 2019 à l'époque. On avait fait 2 jours de formation où on avait quasiment 40 personnes sur ces 2 jours de formation organisés par le DIC, justement. Et voilà. Je peux y répondre. Bien, merci. En tout cas, c'est une belle initiative. Je pense que ça va aboutir, hein, puisque nous sommes tous là, des forces unies pour faire un dossier. Je crois que c'est vraiment une nécessité, d'autant plus que je termine par cette référence. J'ai lisé dernièrement un ouvrage d'un sociologue français qui s'appelle Roger Su, et il a une
une part de cette société qui se construit en dehors des circuits classiques de prise de décision et qui justement trouve des solutions aux problématiques qui sont celles aujourd'hui liées au développement durable, aux problèmes de la crise climatique, etc., aux problématiques liées à la montée de certaines formes d'activisme, etc. Et lui, il dit que c'est dans cette contre-société que se mettent en action justement ces solutions. Et je pense que, en tout cas, c'est une forme de contre-société qui pourra justement aboutir au fait que l'on pourra trouver des solutions. Excusez-moi d'avoir tout trouvé. Bon, c'est parfait, Président. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle ou d'autres interrogations? Parfait. Je ne sais pas qui en premier. Oui. D'accord. Aurélie, tu n'oublieras pas de te présenter, s'il te plaît. Comment tu t'appelles, etc. Aurélie Médéa est déléguée à la jeunesse et je veux vraiment saluer cette ambition et la force du travail, la force du collectif dans ce projet-là, parce qu'effectivement, c'est la force de cet écosystème qui va permettre au projet Open Badge d'être vraiment relayé sur le territoire. Le questionnement que l'on a là aujourd'hui, c'est justement jusqu'où cette force est construite là aujourd'hui, parce que demain, quand un jeune du CRIF ou de peu importe la structure va détenir ce badge-là, quelle reconnaissance on aura dans le sud de l'île, quelle reconnaissance on aura dans l'est de l'île, et ça dit aussi la pluralité de cet écosystème, parce que nous rendons compte aujourd'hui qu'il y a des associations, il peut y avoir des membres représentants de l'IAE, et il peut y avoir aussi des acteurs du monde de l'action sociale. Et je pense notamment aux structures qui accueillent des enfants ou des jeunes mineurs délinquants, qui accueillent des jeunes placés dans des foyers d'aide sociale à l'enfance, ou tout simplement des mineurs ou des jeunes majeurs qui sont accompagnés par des assistantes sociales ou des éducateurs spécialisés. Parce que c'est typiquement ce public-là qu'elle a besoin encore plus de reconnaissance. Et la deuxième question que nous posons à moi, c'est jusqu'où cette reconnaissance est ouverte. Ouverte sur mon question, ça va être parce qu'en fait, aujourd'hui, la formalisation de cette reconnaissance va être faite en fonction de ce que nous mettons derrière. Dans nos premiers, et là, je prends ma casquette d'ancienne professionnelle du sujet, dans nos premiers échanges, était question de savoir est-ce qu'on crée juste une communauté ou est-ce qu'en plus de la communauté, on va jusqu'à l'accès à l'emploi. Et je pense que justement la force de cet écosystème va permettre à nous de faire les deux ou de faire beaucoup plus finalement. Parce que si on a justement une reconnaissance des entreprises, une reconnaissance des associations, une reconnaissance de l'éducation nationale, on aura tout gagné. Et c'est là qu'on va pouvoir être exemplaire, notamment sur l'aspect océanien. Parce que c'est justement ce maillage-là qui va permettre à nous d'être reconnus finalement au niveau de ces autres acteurs-là. Donc, on parle de plein de choses en même temps, mais le tri. Merci Aurélie pour ton intervention. Je vais commencer, puis je laisserai la suite à Samuel. En fait, dès le début, même si on a mené les deux projets en parallèle à l'origine, que ce soit sur la partie MISDEF, on va dire, sur l'offre de services et la partie Badjanou, dès le début, en fait, l'idée, c'est toujours essayer en fait, de faire sauter les silos, mutualiser et coordonner. Donc, en fait, on a 67 catégories d'acteurs, pas des acteurs, mais 67 catégories d'acteurs, qui balayent un peu tous les champs de la société, que ce soit le champ associatif, les OPCO, donc les opérateurs de compétences, les syndicats professionnels et plutôt les syndicats d'entreprise et salariés, donc CPME, MEDEF,
CGT, FO, Sud, et je ne vais pas tous les citer parce que sinon on aura encore jusqu'à 19h, les autorités académiques, différentes structures en fait qui interviennent surtout de près, mais parfois aussi de façon indirecte, sur tout ce qui va être en fait insertion socio-professionnelle dans la conception large du terme et de la reconnaissance en fait. Et l'idée c'est d'essayer tout de suite en fait de leur parler des premières briques du projet sur des réunions en fait, soit bipartites ou soit de groupes pour taper le terrain. Et très rapidement, on s'est rendu compte, comme quand on avait rencontré d'autres structures en fin d'année dernière, que tout le monde en fait parlait un petit peu des open badges, qu'ils avaient envie d'y aller, mais pas forcément comment. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir l'intervention de Reconnaître et de Samuel. L'outil reste un outil en fait, que ça s'appelle Open Badge aujourd'hui, Super Badger demain ou Badge Exilic après-demain. C'est vraiment ce qu'on va y mettre derrière en termes de coordination et de collaboration en fait des différentes entités du territoire. Donc on a des structures qui sont partantes, on a d'autres structures qui sont sous réserve parce qu'ils ont demandé l'autorisation nationale et une directive, ce qui veut dire que déjà ça intéresse. Mais l'idée vraiment, c'est d'être en mesure, en tout cas sur la partie création de l'écosystème, d'avoir toutes les parties prenantes dès le début, idéalement, mais de toute façon, plus il y aura des poids lourds, des mastodontes, des structures légitimes qui intégreront le projet, ça fera un appel d'air, comme sur d'autres projets qu'on a pu connaître sur le territoire, où certains étaient peut-être frileux au début, et qu'au final, en fait, ils sont rentrés dans le rond parce que tu as 90% des acteurs qui sont dedans, en fait. Donc, vraiment, l'objectif, et en tout cas, le sens des discussions et des échanges que l'on a depuis le début de l'année, tant de façon importante et inextricablement vers le fait que tout le monde soit autour de la table pour qu'on puisse, en fait, c'est pour ça que le mot écosystème n'a pas été choisi par hasard. C'est vraiment créer en fait un réel écosystème de la reconnaissance des compétences. Samuel, je te laisse sur la partie jusqu'où ça va. Oui, non, je vais peut-être décevoir en fait. Juste pour dire que les open badges, ce n'est pas vraiment le truc magique. Hein. Ce n'est pas l'open badge qui fait que demain, on a un open badge, on trouve un emploi. Non, l'open badge, c'est vraiment l'outil de la reconnaissance qui permet d'inscrire les singularités de chaque jeune et ils peuvent utiliser cet open badge comme prétexte conversationnel pour accéder à des choses qui habituellement ils avaient du mal en fait à accéder. Donc c'est pas l'outil magique, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut insister là-dessus. Et oui, et jusqu'où va les open badges? En fait, les open badges n'ont pas de frontières. C'est-à-dire que demain, s'il a envie d'utiliser son open badge pour ça de la merde, comme on dit, il a quelque chose sur lequel s'appuyer pour montrer qu'est-ce qu'il sait faire, d'où il vient, donc quelles sont ses potentialités, ses capacités, etc. Donc j'ai envie de dire, le champ des possibles, il est énorme. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a la possibilité de faire partir ou bien de construire une communauté de pratique, voilà, sur le territoire et hors du territoire. Donc, l'open badge peut permettre à ça, mais elle n'a pas vocation en fait de devenir l'outil magique pour accéder à l'employabilité. Oui, monsieur le président. Oui. Ah oui, c'est Régis au premier. Oui. Oui. Juste pour dire que je ne suis pas du tout d'accord avec Samuel, parce que l'objectif, l'utopie que nous pouvons avoir, c'est justement que l'open badge fasse sauter le cadre, le cadre de référence, de délivrance de compétences, qui est ce cadre qui est représenté par les institutions, quelles qu'elles soient, hein, depuis l'éducation nationale, aux grandes écoles, etc., ou autres structures, justement, pour sortir de ça. Il faut sortir de ce cadre-là. Et bon, mais dans certains pays, ça existe déjà, si j'ai bonne mémoire. Hein. Dans certains pays, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, il y a déjà un fonctionnement qui sort de ce cadre. Effectivement, moi, l'utopie, ce serait que l'open badge permette justement l'employabilité. Parce que ça permettrait justement à celles et ceux qui n'ont pas cette voie tracée où à la fin on a un diplôme, un cachet qui met l'école de ceci ou diplôme de cela, d'être justement employable, d'être justement dans une démarche de faire valoir ce qu'ils peuvent faire, leur potentialité
et non pas, comme je l'ai vécu encore aujourd'hui, ce jeune qui est en troisième, qui n'a rien à faire là, qui n'a rien à faire. Il est en difficulté. Pourquoi? Parce que justement, on ne sait pas mettre en valeur et en adéquation ses potentialités et ce qu'on lui propose dans ce cadre de référence. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Il est allé faire une semaine dans les jardins familiaux de la ville de Saint-Denis. Une semaine de stage, on a pris ça de responsabilisation, mais là, justement, dès le premier jour, son tuteur nous appelle en disant c'est exceptionnel, ce gamin vient d'où? Et il a mis en œuvre tout de suite sa potentialité, tout de suite sa compétence. Et c'est ça, c'est pour ça que je taquinais un peu Samuel, bien évidemment, Samuel. Hein. On a en face de nous l'Everest, là. Hein. Et donc, il faut qu'on gravisse cet Everest. Mais c'est bien notre objectif, c'est bien notre utopie, c'est d'aller et franchir l'Everest. Bon, désolé, je suis passionné. Bonjour à tous, donc Régis Suandant, France Active Réunion. France Active, on intervient sur donc, du conseil, du financement et également de la mise en réseau, particulièrement dans l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire. On propose la professionnalisation de ces structures-là, donc j'ai vu qu'il y avait des possibles transformations ou création d'une site, par exemple, ça pourrait être aussi le DLA, le dispositif local d'accompagnement qui pourrait accompagner justement. Donc merci beaucoup pour cette invitation parce que c'est vraiment voilà, des structures de référence sur le territoire qui le proposent et un projet vraiment très intéressant que l'on rejoint. On parle de mutualisation, de coopération. Donc c'est vraiment l'écosystème dans lequel nous aussi nous sommes. Je perçois aussi derrière le projet un travail sur l'estime de soi, enfin, sur la reconnaissance personnelle. Déjà, c'est ça aussi un grand pas, comme on peut le voir dans le pouvoir de chien, c'est vrai. Ce que moi, je me pose comme question, donc déjà, c'est sur ma compréhension. Est-ce que c'est bien, par exemple, un jeune qui a un talent, une activité, ou peu importe, une personne qui a la pratique, par exemple, de l'animation d'une réunion et qui, au fur et à mesure, peut construire des outils, alimenter son badge, et du coup, rejoindre une communauté, les partager, et du coup, être repéré par une autre association du Sud et qui pourrait faire appel à lui pour venir voilà, faire animer pour lui, par exemple. Voilà, concrètement, est-ce que c'est bien ça pourrait être ça. Et donc, la question, c'est à notre niveau, en tant qu'acteur également sur le territoire, comment est-ce qu'on peut être vraiment pleinement participatif à ce projet et voilà, vous accompagner au mieux. Alors, pour répondre à ta question, je te remercie pour ton soutien et puis pour votre présence à toutes et tous. Oui, effectivement, il y a une innovation économique pour répondre à la première partie. Donc, ce sont des associations qui s'associent pour créer très probablement une société collaborative d'intérêt collectif. Donc, pour faire une nouvelle entité, ça j'ai vécu. Sur le deuxième volet, ce n'est pas qu'un jeune, en fait, c'est un individu. Qu'il soit jeune ou pas, qu'il soit dans le circuit ou pas. Qui va solliciter son badge, donc avec le circuit qui sera mis en place en termes de coordination, ou pas aussi, s'il ne faut pas se vider une usine à gaz, comme il a été évoqué par les représentants de Reconnaître. Donc trouver en fait, peut-être pas le bon positionnement de curseur, mais la batterie de curseur en fait comme une table de mixage en fait, pour qu'on reproduise pas en fait ce qu'on essaye de mettre en place en termes d'économie de la reconnaissance, en termes d'agilité aussi, en termes de réponse au territoire. Sachant que pour répondre aussi à la précédente intervention, il y a un volet aussi, bien évidemment, en se basant sur les travaux de tracteurs comme Prodige, de favoriser bien évidemment l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle sur le territoire. Sur ce volet-là, on a beaucoup d'échanges et beaucoup de débats, et c'est normal, c'est un des principes aussi d'être autour de la table en tant que responsable associatif ou représentant. Mais il y a un ensemble de ces volets-là. Mais pour compléter ce que vous faites Samuel aussi, ça va pas être un outil magique, c'est nous tous autour de la table, du micro, des écrans qui vont construire en fait cet écosystème. Nous, on va apporter une base qui va être argumentée, débattue, modifiée, qui va évoluer.
Certains d'entre nous peut-être quitteront le projet en cours, d'autres arriveront en cours, etc. Mais c'est vraiment que ce soit un projet collaboratif. Et donc, qui dit collaboration et qui dit projet, dit soutien. Ça tombe bien, c'est une très belle transition. Nous, en fait, demain matin, on va vous envoyer en fait le lien pour le replay de toute la conférence, la présentation des éléments qui ont été évoqués et un modèle en fait de lettre d'intention. Alors, lettre de soutien, on va dire oui, après, si vous pouvez aussi, hein, oui, on donne 100 000 € au collectif pour qu'ils mettent en place le projet. On est 25, donc 100 000 € sur 25, ça peut être déjà pas mal pour faire une amorce de départ. On pourra mettre des murs en marbre et du plancher en saumon Gravlax. Mais blagues mises à part, une lettre de soutien, tout simplement parce qu'on voilà, une dépose au PIOM. Il faut montrer, c'est une demande du PIOM qui a du soutien au niveau des différents acteurs du territoire. Mais comme je l'évoquais au tout début, on n'a pas en perspective que le PIOM. C'est vraiment, je veux dire, qu'on soit retenu ou pas au plan innovation outre-mer ou sur tel autre projet, d'une façon ou d'une autre, on va le déposer. On va se coordonner, on est en train de créer la SIC, on est en train d'échanger sur les statuts, on est en train de voir qui seront les actionnaires, comment se répartir les parts sociales, la gouvernance, etc. Donc, s'il y a le PIOM, très bien. S'il n'y a pas le PIOM, on trouvera d'autres sources de financement. Mais en tout cas, les soutiens que vous nous donnerez seront sur le projet et que ce soit pour le PIOM ou pas, pour nous déjà, ça nous fera une grosse avancée par rapport au projet. Juste peut-être pour compléter, ah oui, il reste 1 minute, merci Cyril. Du coup, effectivement, pour chaque personne, j'avais parlé d'inscrire sa régularité à travers les badges, mais ce qui est super intéressant, c'est que généralement, quand on parle de compétences, on parle vraiment d'un cadre référentiel qui est bien précis, et à travers cet outil, ça va nous permettre en fait de construire soi-même son propre référentiel de compétences dynamiques, ça c'est super intéressant, puisque ça nous permet d'avoir un petit coup d'avance en fait sur les attendus en fait de la société et de la vie active, et ça va surtout en fait permettre d'institutionnaliser ce qui d'habitude est totalement invisible ou bien pas sous les radars. Donc ça c'est génial. Et si tous ensemble, je vais terminer là-dessus puisque Cyril me regarde avec les gros yeux, si tous ensemble du coup on s'inscrit dans cette dynamique d'animer cet écosystème, de l'ouvrir le plus possible, tout en sachant que chaque structure en fait gardera son identité et pourra créer ses propres badges. Bon, en fait, on a tout gagné puisque ce jeune du coup, ou ce moins jeune en fait, qui aura un badge, pourra se dire bah ouais, en fait, moi j'ai un badge qui a été endossé par différentes structures et qui a de la valeur. Voilà. Donc merci à vous. Les signatures, ce sera là ou là, et Cyril en fait va compléter ça. Ok, j'ai bien. Ok, d'accord. On m'applaudira après. Il fallait que je te regarde avec c'est bizarre. Du coup, effectivement, juste pour conclure, le trajet, c'est un facilitateur. On utilise le trajet pour mettre en synergie les membres, c'est pas pour porter le projet. Et donc, sans vous, en fait, le projet ne pourra pas exister, et ce, en ligne aussi, évidemment. Donc, c'est pour ça qu'il est important et que pour nous, on rentre dans cette dynamique-là avec 23 membres. Et je ne vous cache pas que le débat dans les 23 membres, il y est autour du numérique et tout ça. Mais c'est pas facile. Mais ensemble, on peut défendre l'éducation populaire avec cet outil-là. Et donc, ce sera avec ça qu'on va conclure, Monsieur le Président. On a bien vu que vous avez le côté militant d'éducation populaire, et ça, c'est très intéressant. Voilà, on vous envoie les documents, les présentations directement par email, parce que vous êtes tous inscrits avec vos emails. Et en même temps, vous avez une adresse de correspondance, pour le moment, en tout cas, en attendant que Badjanou existe complètement. Voilà, merci à tous et merci d'être venus. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas signé, notamment les amis de PIF, vous m'aurez dit aussi à signer, Nicole non plus. Merci, bonne soirée à vous. Et puis merci à tous ceux qui ont été en ligne. Vous étiez à un moment donné une dizaine. Merci bien.
À bientôt. Christophe, à plus. À bientôt, Samuel. Et les autres. Salut. Il reste plus que pas grand monde.